sommes de retour sur le plateau de TV Finance pour cette édition du 17 février 2023. Merci beaucoup de votre fidélité, merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant. Nous sommes donc le 17 février et c'est l'heure désormais d'ouvrir notre page dédiée au monde des crypto-monnaies via notre bimensuel iDouane. Je veux bien entendu faire référence au flash crypto. Vous n'êtes pas sans remarquer que le Bitcoin semble reprendre du poil de la bête, puisqu'il a franchi résistance technique sur résistance technique ces dernières séances, et ce quand bien même le souffle des législateurs se fait de plus en plus sentir sur la nuque des acteurs des cryptos. Preuve en est la détermination aux États-Unis de la SEC, le gendarme boursier américain, d'obtenir les fichiers clients de Kraken, poussant même l'exchange à interrompre le stocking sur son site. Et je ne parle pas du cas de Paxos. Toute cette pression réglementaire n'empêche pas cependant l'écosystème crypto de se réinventer au lendemain d'une année 2022 que l'on pourrait caractériser gentiment de compliquée, et ainsi de continuer à innover. Et c'est donc le sujet principal de ce nouvel épisode dédié au monde des crypto-monnaies. Et pour aborder tous ces sujets très vastes, je suis avec Nathalie Janson. Nathalie qui nous rejoint, qui est de retour parmi nous en ce début d'année. Bonjour Nathalie. Vous êtes docteur en économie, Nathalie, spécialiste des questions de politique monétaire, de régulation bancaire et des crypto-monnaies. Je suis également nous sommes également accompagnés par Stanislas Barthélémy. Stanislas qui est manager crypto et Web3 chez KPMG. Bonjour Stanislas. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup tous les deux d'avoir accepté notre invitation. J'ai envie de commencer avec ce sujet parce que l'innovation, elle n'est pas seulement technologique en fait sur les crypto-monnaies, elle est aussi finalement réglementaire. Et avec ce point-là, puisque la France a fait le choix d'encadrer plus strictement les acteurs des crypto-monnaies sans pour autant réguler le secteur. Et ce, à travers un enregistrement renforcé qui leur sera demandé, mais finalement pas un agrément plus strict. Du coup, de la part du législateur français, Nathalie, est-ce que c'est finalement très habile de leur part, puisque finalement ça permet de continuer à attirer les cerveaux crypto dans notre écosystème, ou bien simplement est-ce que c'est de la couardise, de la frousse de la part du législateur qui n'ose pas finalement mettre les pieds dans un environnement qu'il ne connaît pas encore suffisamment? Alors, si c'est ça, en fait, si c'est de la couardise de dire finalement il ne va pas y aller trop fort, finalement c'est peut-être mieux, puisqu'il faut peut-être être humble et essayer effectivement de voir comment le système se développe, parce qu'il ne faut pas non plus, c'est toute la difficulté de la régulation, c'est-à-dire que la régulation certes peut aider à stabiliser, mais elle peut être déstabilisatrice si elle va trop vite, puisqu'il y a une question de vitesse et de timing. Dans une innovation, par définition, surtout une innovation aussi radicale que celle-là, eh bien, les choses se développent et en fait, elles ne prennent pas forcément la tournure qu'on pensait au départ. Pensez un peu à ceux qui ont inventé le Bitcoin. Je pense qu'on leur aurait dit que ça allait être l'instrument d'investissement parce que hyper volatile, c'était pas du tout l'intention de départ. C'était même plutôt l'inverse, puisque eux, ils voulaient un Bitcoin pour justement stabiliser le système monétaire. Donc, vous voyez que voilà, les projets échappent au destin de ceux qui les inventent. Et donc là, je pense que c'est pour ça que dans le sujet des cryptos, il faut être prudent par rapport à l'approche de la réglementation, parce qu'il ne faut pas aller trop vite pour ne pas effectivement tuer cette innovation qui est le cœur au cœur de ce nouveau écosystème, et il vaut mieux effectivement avancer à pas feutrer. Avancer à pas feutrer, voilà. Mais bon, d'un autre côté, avancer à pas feutrer, ça a aussi permis malgré tout l'émergence de scandales. On pense évidemment au dernier. Alors il faut aussi savoir, alors ça effectivement c'est plus facile à dire en plus après qu'avant, voilà. Mais il faut bien se dire que lorsqu'on est dans un secteur qui est nouveau et qu'on conjugue ça avec des investissements, enfin ce qu'on appelle donc des surliquidités dans le système, ça finit toujours mal. Si vous regardez l'histoire, à chaque fois qu'il y a eu trop de liquidités et qu'il y a eu des innovations majeures, je renvoie à la crise de 2008 avec les fameux produits structurés, eh bien ça n'a pas loupé, nous avons eu une crise. Là, effectivement, on avait de la surliquidité. C'est le marché des cryptos qui a été la porte d'entrée parce que c'était la nouveauté qui permettait des rendements là où il n'y en avait pas ailleurs. Et donc, du coup, ça a pris, ça a été une envolée démesurée. Et effectivement, sans surprise, ça s'est mal terminé. C'est-à-dire qu'effectivement, on va attirer toutes sortes de personnes qui vont trouver un intérêt à développer des activités de façon
pas très, parfois effectivement comme FTX avec des conflits d'intérêt énormes, et puis surtout avec, c'est une fraude massive, et effectivement ça attire, quand on a dans un secteur une croissance, une hyper croissance, et bien effectivement on attire ce type de comportement, et ça je dirais que toute régulation qui existe n'arrivera jamais à ce qu'il n'y ait pas ce genre de situation. Il ne faut pas mélanger les deux. Il faut juste se dire que la régulation, elle peut effectivement permettre de stabiliser le système. Sur certains, de toute façon, beaucoup de l'écosystème le souhaitent, parce qu'eux, ils ont envie d'être repérés comme étant les bons, ceux qui travaillent dans un esprit d'innovation et plutôt pour apporter des solutions qui bénéficient à tous. Et ils ne sont pas là pour faire des fraudes massives à tout le monde. Donc je pense que ceux qui sont les bons éléments du secteur, eux ont plutôt envie qu'on puisse les reconnaître comme les bons éléments du secteur. Ils ne sont pas du tout contre. Stanislas, vous êtes d'accord avec ce que dit Nathalie? Habile, parce que finalement, par rapport à des choses, ça laisse la possibilité à l'écosystème de se développer. Et Quardies, Mika arrive, du coup, par la force des choses, c'est laisser la place à Mika plutôt que de prendre le taureau par les cornes. C'est ça, surtout que le timing de la régulation était notamment drivé par les Français, avec la présidence française à l'Union européenne. C'était d'obtenir, en gros, pour les boîtes qui étaient enregistrées Mika, d'obtenir un délai de tolérance d'à peu près, on va dire 2 ans, qui court jusqu'à 2026. Et là, il fallait faire montre un peu d'un dynamisme politique après FTX. Donc, je trouve que c'est une habileté. D'ailleurs, ce qu'on appelle le PSAN renforcé maintenant, il ressemble quasiment à un agrément. Et on sait très bien que les entreprises devront aller vers l'agrément pour aller adresser le marché européen. La question quand même aussi, c'est bien de mettre ça, mais c'est qu'à l'AMF, il manque de bras aussi pour analyser les dossiers. Et donc aujourd'hui, on se retrouve avec 3 personnes à l'AMF qui analysent beaucoup de dossiers. Ce qui se passe aux États-Unis fait pression, et tant mieux pour que les acteurs viennent en Europe et a fortiori, on espère en France. Mais si les délais de traitement des dossiers sont trop longs, on peut rater quelques opportunités. Alors, vous parliez, juste avant qu'on prenne l'antenne, vous parliez d'harmonisation de la réglementation. Ce qui se passe aux États-Unis, on y reviendra, hein, mais vous n'avez pas peur, vous n'anticipez pas le fait que ce qui se passe aux États-Unis, la SEC, le gendarme boursier américain, qui est de plus en plus véhément, et bien finalement incite les autorités européennes et les autorités françaises à être aussi vindicatif, aussi sévère en fait. Ça devient un sujet politique aux États-Unis et on voit une sorte de clivage qui se crée. Il y a certains États qui bénéficient aujourd'hui, par exemple, du minage de Bitcoin au Texas et qui voient qu'il y a toute une économie qui se développe. Donc le sujet devenant politique, je ne suis pas sûr qu'il y aura une réponse simple et de dire juste non au secteur. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'ils essayent de nettoyer un peu les écuries d'Ogias, c'est-à-dire on voit Gary Gensler, donc il n'y a pas de cadre réglementaire aux États-Unis. Par contre, on a la réglementation des titres financiers qui est quasiment un droit qui existe depuis des dizaines d'années. Et ils essayent d'appliquer ces notions qui ont parfois plus de 100 ans sur un secteur crypto où on a des ovnis, des actifs qui sont des ovnis. Et donc ils essayent de s'attaquer à certaines pratiques du secteur, mais le problème c'est que c'est sans cohérence. Et donc là, hier je parlais à un avocat qui me disait qu'il y avait déjà des structures américaines qui essayaient de chercher un backup en Europe. Donc j'espère que l'Europe va rester forte sur ses 2 jambes avec la volonté de faire un cadre. Mais bon, ça l'histoire nous le dira. Volonté de faire un cadre, vous parlez des écuries d'Orgias, on pourra faire référence à l'hydre, hein, l'animal dont on coupe la tête et qui ressort et qui repousse systématiquement. Donc la réglementation peut avoir du sens. Nathalie, vous voulez rajouter quelque chose sur ce point-là? Oui, c'est effectivement, je pense que ce que Stanislas vient de dire est tout à fait intéressant, c'est-à-dire que on aime, comme en France, on a un peu cette obsession de la réglementation, en plus ça tombe bien, mais on n'y met pas toujours suffisamment de moyens. Donc effectivement, un des points quand même ici qui vont quand même compter, parce que si on réglemente mais qu'on aperçoit, je veux dire que ça ne suffit pas, forcément, même s'il y en a d'autres qui sont intéressés pour venir ici, s'ils voient qu'en fait rien ne se passe, ils finiront par aller ailleurs. Et ça c'est quand même dommage. Et ailleurs, c'est quoi? C'est l'Angleterre du coup? Bah voilà, effectivement, aujourd'hui il peut y avoir un possible ailleurs, puisque l'Angleterre se réveille de son post-Brexit un peu, avec une gueule de bois en effet, avec du retard. Alors ça c'est des choses qui ne sont pas directement liées au Brexit, c'est-à-dire effectivement la City, ça fait quand même quelques années qu'elle perd un peu de sa superbe, donc il y avait déjà un enjeu avant. Alors, en effet, on avait accusé les réglementations européennes d'avoir contribué en fait à avoir aussi, même si il y avait un aspect positif parce qu'ils étaient le hub en Europe, mais néanmoins il y avait des réglementations européennes et notamment le Solvency 2 qui étaient critiquées pour avoir en fait un peu ralenti l'attractivité de la place de Londres en termes de placement risqué, parce que Solvency s'appliquant, donc il y a des grands assureurs en Angleterre, et c'est vrai que ça avait contribué un petit peu à avoir des portefeuilles qui avaient changé
Et effectivement, les assureurs anglais qui avant finançaient beaucoup en actions, aujourd'hui financent quasiment plus des actions, mais financent essentiellement des obligations. Donc voilà, donc tout ça pour dire qu'effectivement, Rishi Sunak a vraiment ce sujet en tête d'essayer de faire déjà de revoir les règles de Londres pour essayer de la rendre plus attractive. Et effectivement, il a fait un appel du pied déjà depuis le mois d'avril sur le fait qu'il voulait en faire un crypto hub. Parce qu'il est vrai par contre il y a quand même beaucoup d'activités crypto aussi en Angleterre. Et la ville est souvent classée parmi les premiers, voire la première par certains classements, en termes d'activité. Alors activité tout compris, c'est-à-dire nombre de personnes qui travaillent dans le secteur, nombre d'événements, nombre d'entreprises qui se montent. Le problème, c'est que souvent, quand ces entreprises sont consultées sur leur développement en Angleterre, en fait, elles finissent toutes par aller se faire, aller finir leur recherche de fonds en fait aux États-Unis, comme d'ailleurs souvent aussi nous arrive en Europe. Donc en fait, on n'échappe pas effectivement au destin, qui fait que même si ça commence en Europe ou en Angleterre, on finit aux États-Unis. Et ça, effectivement, Rishi Sunak, il voudrait mettre un terme à ça et faire en sorte que les licornes qui naissent là-bas, en fait, restent là-bas et ne finissent pas sur le marché américain pour développer leur activité. Exactement, parce qu'en fait, on n'a pas assez de financement qui cherche du risque en fait en Europe, puisqu'en fait, c'est ça le problème numéro, c'est qu'on n'a pas suffisamment de capital risque. On n'a pas aux États-Unis à cause de ça. On n'a pas suffisamment cette culture de risque en France, peut-être un peu plus en Angleterre. Vous êtes d'accord avec cette analyse de dire que l'Angleterre va récupérer finalement in fine nos chercheurs crypto et qu'ils se finiront et qu'ils développeront leur activité Possiblement pour une partie, mais pour adresser le marché européen, il faudra quand même avoir une licence en Europe. Et donc ils pourront peut-être aller au UK pour leur quartier général, entre guillemets, et venir en Europe pour avoir la licence pour adresser le marché européen. Et après, sur le capital risque, oui, je suis d'accord, structurellement, on a un retard avec les États-Unis. Et on a quand même des VC français qui essayent de se mettre au pas. Il y en a plusieurs, Axeléo, Daphne, je ne vais pas tous les citer, mais qui aujourd'hui essayent de structurer un véhicule. Il y a même Ledger avec KT Capital, de structurer un véhicule qui permet d'investir aussi au capital et aussi de prendre nos parts de jetons, donc les fameux tokens. Donc je trouve que la France est en train de se réveiller. Alors, ça allait fort quand on était en marché haussier. On a vécu une année compliquée en 2022, mais pour avoir parlé à certaines de ces personnes, elles sont toujours convaincues que la technologie est intéressante et va profondément transformer nos vies. Donc il y a des fonds qui seront prêts à être déployés. Alors effectivement, beaucoup de monde y croit, et notamment les Finlandais. Les Finlandais qui ont expliqué qu'ils souhaitaient recréer de l'engouement auprès des particuliers avec les crypto-monnaies, rassurer les particuliers. Pour ça, ils ont créé l'euro-E. Alors, je ne sais pas trop comment on le prononce, mais en tout cas, donc c'est l'euro-E. Ce serait le premier stablecoin adossé à l'euro. Est-ce que ça a du sens selon vous, Valérie ? Est-ce que finalement, que ce soit une société privée qui le mette sur le marché, ça va rassurer les particuliers qui pourraient attendre que ce soit plutôt une banque centrale éventuellement qui frappe monnaie ? Ah oui, c'est une question intéressante, l'euro, le stablecoin euro, puisqu'effectivement pour le moment il n'y a pas vraiment une grande offre. En tout cas, il n'y a pas non plus une grande demande, je pense, face à ce stablecoin. Donc la Finlande effectivement présente son projet comme étant le premier projet européen, puisque en effet ses réserves, c'est un stable classique, c'est-à-dire avec des réserves fiduciaires en euros, c'est-à-dire que c'est du cash en banque ou des comptes de dépôt. C'est des choses très traditionnelles. Et effectivement, elle revendique le fait que c'est totalement européen parce que les réserves sont gérées par des institutions financières européennes, contrairement à l'autre euro, stable euro, qui est l'euro de Circle, qui lui est aussi un stable euro, mais dont les réserves sont gérées aux États-Unis. Voilà. Mais est-ce qu'il y a une appétence ? Pour le moment, il n'y a quand même pas un grand marché, une grande demande de la part. Il y a une appétence selon vous, Stanislas ? Oui, mais c'est un peu le fou la poule. C'est-à-dire qu'on a besoin aujourd'hui, pour faire tout un tas de cas d'usage, on a besoin d'un euro. Et le problème, c'est qu'en amont de MiCA, on n'a pas encore cet euro, c'est pas encore transparent.
Mika quand même est bien designé pour que ce soit des banques commerciales à mon sens qui développent ce stablecoin euro. Les Finlandais communiquent sur le premier stablecoin euro compliant avec Mika parce que quand on fait ce qu'on appelle un stablecoin avec du cash, 100% cash dans un compte bancaire, c'est considéré comme une monnaie électronique avec Mika. Et donc cette entreprise, Membrane Finance je crois de mémoire, dispose de cet enregistrement en tant que monnaie, établissement de monnaie électronique. Je ne pense pas que ce soit cet établissement, enfin cette société émettrice de stablecoin qui va s'imposer sur le marché. Nous, on a déjà des stablecoins en France. Il y a Luc de Casino, par exemple. Mais il y a un problème de passage à l'échelle. C'est-à-dire que c'est quelques millions d'unités, mais quand on regarde les stablecoins, si on agrège Tether et Circle aux États-Unis, c'est 120 milliards, si je ne dis pas de bêtises. Donc on est très loin. Et je pense que c'est vraiment une banque commerciale, alors j'espère française, qui fera le premier stablecoin. Nous, on accompagne des clients KPMG, des clients corporate. Et pour certains, par exemple, font des NFT, que ce soit dans le luxe, dans le jeu vidéo, etc. Aujourd'hui, si on utilise la crypto, par exemple l'Ether comme monnaie, c'est pas très grand public avec les fluctuations que ça implique. Alors que le stablecoin, c'est quand même pas mal. Et même d'un point de vue financier, pour du paiement. Si on projette un peu la technologie blockchain et qu'elle mature un peu et qu'on conserve un bon compromis sur sécurité, décentralisation, scalabilité, on peut faire du paiement avec des crypto-euros de manière quasi instantanée avec des frais de transaction modiques quasiment sous la centime. Ouais, et là, oui, bien sûr. Ouais, mais il reste quand même cette problématique de la confiance. Quand on voit que Paxos, c'est le BUSD, c'est un des stablecoins les plus populaires au monde, est en train de se faire rattraper par le gendarme boursier américain. Donc quand même, malgré tout, malgré cette innovation technologique, alors effectivement, comme vous dites, il y a le stablecoin Casino, c'est ça, ou Carrefour Casino. Ouais, donc c'est effectivement, c'est bon, c'est l'effet d'expérience fera que peut-être potentiellement ce serait intéressant, mais pour l'instant, ce qui est essentiel pour les consommateurs européens, c'est la confiance. La confiance, on l'a toujours pas, quoi. Et qui viendra avec Mika, c'est-à-dire d'avoir un émetteur privé de stablecoin dans l'ère économique européenne et qui sera régulé comme tel, établissement de monnaie électronique, qui aura tous les systèmes de compliance, etc. Et ça fonctionnera. Sur Paxos, le BUSD, c'est plutôt le lien entre Paxos et Binance qui est remis en cause, plus que le stablecoin en lui-même, puisque Paxos a émis l'USDP et c'est pas ça qui est sous le radar. En tout cas, Circle non plus n'est pas sous le radar, donc c'est pas tellement le stablecoin qui serait considéré comme une security, comme un titre financier, ce que le marché a craint, et d'où le début de semaine un peu compliqué d'ailleurs. Oui, mais ce qui est intéressant aussi de voir, c'est qu'on voit aussi que c'est quand même porté face à ces sujets, on voit bien qu'ils ne vont pas avoir le même potentiel, où ils vont mettre plus de temps effectivement à être dans la pratique quotidienne, sous l'impulsion politique. C'est-à-dire, effectivement, on n'est pas à Miami avec un maire qui veut être payé en bitcoin, qui favorise l'utilisation de ces stables, ou même à New York, donc forcément on a de façon générale un climat sceptique en France. Tout le monde est sceptique, alors que vous avez vous passez effectivement outre-Atlantique et tout d'un coup vous avez des gens qui sont vraiment porteurs de cette idée et au niveau, qui sont des représentants de l'État. Il y a un autre pays qui est absolument pas sceptique vis-à-vis de la crypto, c'est la Chine qui est en train de digitaliser à monnaie grand V sa devise. Oui, mais c'est pas pour des raisons très sympathiques. Donc là, j'avoue que moi, et on comprend bien. Et quelles sont ces raisons qui sont pas sympathiques? C'est tout simple. Oui, c'est qu'en fait, je pense que la Chine, pour eux, si vous voulez, il y a une grande cohérence, si vous voulez. En tout cas, certains veulent voir dans la digitalisation de l'économie un autre moyen de replanifier l'économie. C'est-à-dire que, parce que le problème qui a manqué cruellement à la planification version années 30, 1930, etc., c'est que dans l'ex-Union soviétique, c'était que on n'avait pas de données suffisantes pour que l'État puisse prendre des bonnes décisions avec les bonnes données et sache ce qu'il faut produire quand il faut. Et là, les Chinois ont compris que cette technologie pouvaient éventuellement résoudre leurs problèmes, puisque du coup on peut avoir plein de data, on peut mettre en face plein de choses, donc on peut effectivement aller micromanager l'économie tout simplement. Donc ça va avec le rating social, avec tout ça, et donc effectivement on pourrait faire de la monnaie programmable, où on affecterait la monnaie selon ce qu'on pense qui est le plus important. En fait, c'est ça, ce que je pense qu'on mélange quand même deux instruments dans le débat, la monnaie banque centrale, c'est-à-dire les banques centrales qui voudraient émettre quelque chose de numérique, mais en soi l'euro est déjà numérique quasiment pour 90%, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, ouais. Et le stablecoin, c'est émetteur privé, mais là, il n'y a pas de création monétaire, c'est juste de bloc dans un compte bancaire de manière très prosaïque du cash pour émettre un pour un, quasiment comme au casino, quand on nous donne des jetons contre nos euros. Donc les stablecoins sur blockchain public,
il y a une forme de censurabilité, puisque l'émetteur peut geler les comptes, etc. Mais on est comme sur des infrastructures où on peut les utiliser, les données, utiliser la finance décentralisée, enfin bref, faire un peu ce qu'on veut. La monnaie numérique de banque centrale, surtout d'obédience chinoise, c'est quand même avant tout pour avoir un contrôle social, comme tu le disais, Nathalie. Donc, c'est pas du tout le même projet, et d'ailleurs, d'un point de vue, en tant que citoyen, je me poserais pas mal de questions, et ça a été dit par Madame Lagarde une fois, c'est de dire que la Chine avait de l'avance sur l'Europe en matière de monnaie numérique de banque centrale. Vu le projet politique derrière, je pense que c'était un peu maladroit. C'était sensiblement maladroit. C'était une belle connerie. Du coup, on va passer au sujet suivant. Alors, je voulais aussi quand même, Stanislas, je veux vous entendre là-dessus. Pourquoi est-ce que c'est possible, Nathalie, je connais un peu votre réponse, est-ce que c'est possible finalement de voir un jour un stablecoin adossé au Bitcoin? Le Bitcoin est beaucoup trop volatile, de toute façon ça n'a pas de sens. Et on en reviendrait donc à l'esprit premier du Bitcoin, c'est-à-dire finalement une contre-monnaie, une monnaie parallèle, mais qui ferait office de réserve, tel que l'or a pu le faire, tel que le dollar a pu le faire. Là on est sur les sujets monétaires, donc Nathalie est plus pertinente que moi, mais on peut déjà faire... Je peux pas tout dire justement. Il y a deux sujets. Soit émettre un stablecoin avec monnaie fiduciaire, avec un collatéral Bitcoin, c'est pas si évident que ça. Ça existe un peu, notamment sur des portefeuilles, sur ce qu'on appelle Lightning Network, sur Bitcoin, solution de scalabilité. On peut émettre. Lightning Network. Exactement. On peut émettre stablecoin. Alors le problème, c'est que quand on regarde le sous-jacent, c'est du Bitcoin en collatéral sur une plateforme pour éviter les fluctuations. Donc je pense que ça passera pas à l'échelle. Par contre, avec une innovation sur Bitcoin qui s'appelle Taro, là pour le coup, on pourrait utiliser Bitcoin non pas comme l'unité de valeur comme stablecoin, mais l'infrastructure de paiement. Et donc avec Taro, on pourrait tout à fait avoir, en l'occurrence, c'est le patron de Circle, Jérémy Allaire, qui disait qu'il regardait ça en tant que Circle pour potentiellement émettre de l'USDC qui circulerait sur Lightning Network, et en l'occurrence sur Bitcoin. L'infrastructure de paiement, c'est la blockchain en gros, en quelque sorte. C'est ça. Et pas forcément utiliser l'unité de valeur. Bon, l'unité de valeur quand même sécurise l'infrastructure, évidemment, mais c'est autre chose. Après, sur les sujets monétaires, peut-être que un jour, on serait amené, ou certains États seraient amenés à utiliser Bitcoin comme sous-jacent. À mon avis, c'est pas pour tout de suite, mais pourquoi pas? C'est pas pour tout de suite, Nathalie, on a des exemples qui... Alors bon, il y en a qui disent que les banques centrales investissent quand même en Bitcoin, enfin en crypto. Bon, ça, j'en sais rien. Honnêtement, oui, sur l'or, ça c'est sûr, mais il est possible. Mais ça, en tout cas, elles n'en font pas la publicité si elles le font, puisque bon, on a prêté aussi la Russie en disant, enfin la banque centrale russe d'avoir investi dessus, donc ça, on sait pas. C'est vrai qu'au tout début du Bitcoin, enfin c'était vraiment au début, dans les années, il y avait des débats des années 2014, 2015, 2016. À savoir si effectivement, comme on voyait que le Bitcoin, son problème c'était que c'était pas une monnaie élastique, ce qu'on appelle, puisque son offre est finie, et c'est bien pour ça qu'il existe, c'est justement pour lutter contre l'élasticité de certaines monnaies beaucoup trop fortes. Et bien certains disaient, en fait le Bitcoin va devenir l'or digital, en effet. C'est pour ça qu'on lui prêtait en disant, on va avoir un Bitcoin qui va rester dans celui qui va émettre en fait une monnaie plus élastique pour avoir une réserve de valeur. Voilà, bon, finalement ça n'a pas eu lieu, tellement, cette forme-là, ça n'a pas... Et pourtant, ça a duré, on a eu, 1 ou 2 années où on pensait que c'était ça. Et après, Tether est sorti, et Tether, c'était quand même ça son idée, c'est-à-dire que la raison pour laquelle le premier stablecoin Tether est sorti, pareil, en 2014 ou 15, je crois, c'était vraiment pour ça. C'était leur conviction, c'était que le Bitcoin ne pouvant pas servir tout de suite à faire des larges transactions, enfin à faire des transactions facilement, il fallait en passer par un stable. Il y a peut-être un enjeu géopolitique, c'est-à-dire que ce qu'on voit avec l'invasion de la Russie en Ukraine, c'est qu'on voit 2 blocs qui commencent à se séparer, et un système, si je schématise vraiment à l'envi, et c'est moche ce que je fais, c'est que les Chinois financent entre guillemets le système américain en achetant de la dette américaine. Si demain, dans le cadre du conflit, ils arrêtent, les excédents commerciaux, ils vont les utiliser pour quoi? Peut-être pour acheter des commodités, ça peut être de l'or, ça peut être stocker les métaux rares, peut-être un peu de Bitcoin, mais là c'est un peu de politique fiction. Mais en tout cas, les enjeux géopolitiques vont peut-être abattre les cartes monétaires. Un peu rabattre. Oui, c'est d'ailleurs... pour continuer là-dessus, je pense que d'ailleurs la raison pour laquelle l'Europe en tout cas la BCE a tant envie que ça de travailler sur un projet d'euro numérique, c'est aussi pour ça. C'est parce qu'en fait ils ont peur de rater le coche. Ils ont un peu une peur de voir effectivement le yuan digital prendre le lead sur le marché de la monnaie numérique banque centrale, et qu'en fait ils loupent ça, et que du coup ils se retrouvent encore deuxième monnaie voire troisième monnaie parce qu'ils n'ont pas su faire le virage à temps. Je pense que
que c'est beaucoup plus une préoccupation, on le voit, des Européens que des Américains, qui ont moins cette urgence parce que avant que le dollar ne soit pas utilisé, il va se passer. C'est ça, il y a d'abord disparition du cash en Chine, donc on met une sorte de monnaie de banque centrale, et après il y a toujours les prétentions de la Chine au niveau international, ils font du commerce avec quasiment la majeure partie du monde aujourd'hui. Stratégie des routes de la soie, ça peut être... Exactement. Ça peut faciliter le yuan comme monnaie internationale. Ok, on verra bien. Quelles sont les prochaines évolutions qu'il faut attendre dans l'univers, dans l'écosystème crypto? Est-ce qu'elles vont plutôt être du côté de la transparence, de la régulation, ou plutôt au contraire, on va vraiment travailler la technologie pour accélérer, je dirais, ce qui peut l'être et ce qui peut l'être? Et il y a deux sujets, il y a l'usage et la technologie, en l'occurrence la capacité à passer à l'échelle. C'est l'œuf ou la poule. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qu'on voit, malgré la baisse des valorisations, etc., c'est des entreprises qui travaillent avec des mathématiques fondamentales pour améliorer la scalabilité sans faire ça au détriment de sécurité et décentralisation. Et donc on pourrait avoir enfin les canalisations pour faire passer beaucoup de transactions. Mais et ça c'est possible techniquement. Est-ce que c'est le moment d'ailleurs finalement par la force des choses, quand on voit que les particuliers ne sont pas de retour, même si bon, ce sont les baleines qui font beaucoup les mouvements, etc. Mais quand même, est-ce que finalement on ne doit pas travailler l'usage? Vous dites l'œuf ou la poule, mais par la force des choses, est-ce que ce n'est pas plutôt l'usage dans un premier temps, ensuite la scalabilité? Mais les prix aident, c'est-à-dire que dès que les prix et que les cours vont remonter, on va voir les gens revenir. Là où sur Ethereum en 2017, 2018, même 2020, par exemple, je prends juste ce cas sur Ethereum, il y avait beaucoup trop de personnes par rapport à ce que Ethereum permettait, donc on pouvait faire des transactions, mais ça coûtait tellement cher qu'on envoyait les gens sur d'autres blockchains. Aujourd'hui, dans l'écosystème Ethereum, par exemple, il y a beaucoup de projets qu'on dit Layer 2, c'est-à-dire on va construire des couches. Des couches. Exactement, pour apporter cette capacité à faire des transactions à bas coût, et là, c'est ce qu'on voit. Il y a pléthore de projets qui aujourd'hui avancent bien et qui deviennent de plus en plus concrets, et donc on voit qu'on a enfin l'infrastructure. Quand je parlais de paiement tout à l'heure, c'est ça. On met Ethereum et une couche de Layer 2, je peux faire des transactions d'euros n'importe où dans le monde pour quasiment 1 centime et de manière quasi instantanée. Quand on voit aujourd'hui comment fonctionne le settlement des transactions, alors transfrontalières, très bien, mais même au niveau local, c'est pas aussi simple que ça. Très clair. Nathalie Ordenals, c'est ça, c'est cette logique de couche, de layer, c'est-à-dire que finalement on a une blockchain qui marche et finalement on essaye de mettre des NFT parce qu'il y a de la place. Bah, je dirais qu'en ce moment c'est justement parce qu'il y a de la place, donc c'est parce que finalement il se passe pas grand chose. Donc je dirais que c'est plus, je le prends plus pour voilà, une démonstration de ce qu'on peut faire autre, mais on le fait parce qu'on n'a rien d'autre à faire en ce moment. Enfin voilà, voilà, c'est plus, je le vois pas comme étant quelque chose de hyper puissant pour l'avenir. Je le vois plutôt comme voilà, montrer que finalement le Bitcoin peut aussi faire autre chose, puisque souvent on lui prête en fait d'être assez rigide par rapport à Ethereum qui est une, puisqu'effectivement c'est un smart contract, le Bitcoin n'est pas un smart contract, donc effectivement il apparaît plus comme une architecture un peu rigide, qui est faite pour une chose et pas pour beaucoup d'autres, et donc là on a juste montré qu'on pouvait faire autre chose avec, mais c'est plus un clin d'œil, enfin en tout cas moi je le prends plus pour un clin d'œil. Oui, c'est de la sérendipité parce qu'il y a eu des mises à jour de fait, et par voie de conséquence, aujourd'hui, on peut inscrire des données dans les blocs, jusque 4 mégabits le bloc, on ne va pas rentrer dans le détail, mais ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut mettre entre guillemets, des images, donc des NFT, ce qu'ils appellent des artefacts numériques. Tout à fait. Là où aujourd'hui, là où avant, on ne peut pas le faire, mais c'est parce que les blocs sont vides. Après, ça va s'autoréguler. Si les frais sont trop élevés, ils vont arrêter de faire des NFT, et donc, quelque part, ça rendra les transactions. Ils profitent du vide, en fait. Ils profitent du fait qu'il se passe. Il y a un côté free market autour de l'espace. C'est une ressource, les blocs, la taille des blocs. Il faut bien le rentabiliser, tout ça, j'imagine. De toute façon, ça a un coût et il faut le remplir, comme vous dites. On est bientôt à la fin de cette émission. J'aimerais revenir sur un des thèmes principaux, c'est évidemment la régulation et la SEC qui taille dans le vif outre-Atlantique. Encore hier, elle accusait le fondateur de Terra, Donone, de fraude. Du coup, quand est-ce que ça va s'arrêter, tout ça ? Est-ce que c'est ce que vous expliquez, Nathalie ? De toute façon, il y a tellement de liquidités sur ce marché que ça apporte. Est-ce que il y a excès de zèle de la part de la SEC, ou au contraire, réellement, c'est un écosystème qui est pourri, en fait. Pas quand on attaque Dokwon et Terra, c'était frauduleux par essence. Pareil sur FTX, qu'il soit dur avec FTX, c'est normal. Dur avec les fraudeurs, c'est normal. Et même, c'est souhaitable. Et des opinions sur rue qui étaient respectées par la communauté crypto, en plus. Pour certains, c'est tombé de haut, quand même. Oui, mais c'est anesthésiant. Quand les cours ne font que monter, c'est anesthésiant. C'est-à-dire qu'on ne considère pas les fondamentaux, on explique que c'est l'innovation, c'est nouveau. Et là, quand le marché tombe, on dit les fondamentaux, c'est pas si mal. Je pense que les fondamentaux, c'est pas si mal. Mais... Oui, je pense que c'est. Enfin, je veux dire, faut remettre les choses à sa place. Vous aviez les mêmes histoires, mais dans des univers différents dans les années 2000 avec les premières entreprises web. Voilà, et comme je vous ai dit, malheureusement, on n'est pas les moments d'innovation avec
avec des nouveaux projets qui sont difficiles à évaluer parce que justement par essence ils sont nouveaux, donc on peut pas faire l'expérience à la place de l'expérience. Il faut déjà apprendre et ensuite on voit. Donc effectivement, c'est une porte ouverte pour les potentiels, les gens qui ont ce profil d'escroc. Bon, c'est terrible. Et qu'est-ce qu'elle cherche, la SEC, exactement? Elle cherche à débusquer des escrocs? Non, elle essaye de montrer qu'elle est bien là. À fiscaliser un petit peu, à devenir Non, je pense que là, pour le coup, elle vient vraiment... elle vient montrer que même s'il n'y avait pas de régulation, il y a quand même des règles et que même s'il n'y a pas de régulation, il y a des règles qui peuvent quand même condamner le comportement de ces profils qui étaient plutôt du type escroc que innovateur, et que donc on va quand même aller jusqu'au bout de ce qui existe pour essayer de trouver réparation. Donc je trouve que pour le coup, c'est pas une mauvaise chose de sa part. Je préfère qu'effectivement elle aille essayer de trouver réparation pour des cas comme Terra ou des cas comme trouver FTX. Réparation, ça veut dire qu'il faut rendre ces actifs valeur mobilière pour que les assurances puissent non, là vraiment elles vont sur l'existant. Hein. Apparemment elles vont essayer de démontrer qu'ils ont aussi violé certaines règles qu'ils n'auraient pas dû violer. Donc là ils vont sur l'existant. On est aussi sur l'existant. Oui, et là, c'est pour prouver que justement, même quand il n'y a pas de réglementation, on va quand même dans des cas comme ça extrêmes qui ont quand même laissé des gens qu'on fait des victimes, ça c'est clair, mais on va essayer d'aller trouver réparation pour eux. Et pourtant, j'ai cru comprendre que une des idées de la SEC quand même, c'était de caractériser les portefeuilles des particuliers américains en grande partie, de les caractériser, de les comprendre, de les traduire, de les fiscaliser comme étant des valeurs mobilières classiques. C'est l'état de la presse. C'est l'IRS qui envoie des notifications et demande certaines informations, mais comme c'est fait sur d'autres actifs. Mais donc, et fiscal, justement, ou vraiment c'est j'ai envie de dire que c'est les deux. Il y a aussi une volonté un peu qui se révèle un peu maladroite de protéger le consommateur américain. Je pense par exemple sur l'histoire du staking et de Kraken. Oui. Alors c'est plus sur la manière dont aurait communiqué Kraken et plus que le staking en soi. Mais ça pousse les consommateurs à aller sur des alternatives qui sont relativement plus décentralisées. Donc in fine, on espère protéger le consommateur et avoir le contrôle, mais on les pousse vers l'alternative où là c'est plus décentralisé, plus dur d'avoir du contrôle mécaniquement. Donc ça rate un peu la cible. Mais attaquer les fraudeurs, évidemment, c'est souhaitable. Et ça risque pas de faire... Alors oui, ça va faire évidemment tache d'huile en Europe. Le problème c'est qu'il n'y a pas de cadre. C'est-à-dire que la SEC soit dure sur des règles un peu adaptées au contexte actuel, mais pas forcément hyper bénéfique pour le secteur. Après, il faut trouver un équilibre. Mais là, n'ayant pas de cadre, on a l'impression qu'il y a un peu une colère divine et une foudre qui va s'abattre tantôt sur tel acteur, tantôt... Oui, en fait, l'incertitude sur les marchés. Oui, tout à fait. Je pense que c'est ça qui est un peu déstabilisant. C'est l'incertitude de là où va tomber le coup près. Alors effectivement, là, on a des gros noms, donc on a des noms qui... Mais effectivement, pourquoi on est venu tout d'un coup sur Binance et son stablecoin? Bon, bah voilà... Mais ce sont les acteurs les plus importants. Oui, mais enfin voilà, c'est quand même. Il y a peu d'importance, c'est Circle et Tether. C'est Circle et Tether. Mais bon, là, il y a les prochains sur la liste. Tether, c'est le plus important depuis longtemps. Et pourtant, il y en a des histoires au cours de. Enfin, je veux dire, voilà, ils ont. Caïman. Oui, voilà. Et le risque, c'est d'arriver comme un FTI. Le prochain, c'est Circle, du coup. Pas forcément. Non, pas forcément, parce que Tether, ça fait quand même longtemps aussi qu'ils sont là. Donc, c'est pas d'aujourd'hui. Ils ont été décriés. On a longtemps dit qu'ils faisaient pas ce qu'il fallait, mais bon, non. Néanmoins, le test du marché est toujours là. À chaque fois qu'on est allé en vendre, ils ont répondu 1-1. Donc, oui, Circle s'est construit comme une boîte qui fait la compliance. Ce qui n'a pas été le cas d'autres boîtes qui dataient avant, on va dire, de la vague 2017-2018. Oui. Tether n'est pas du tout dans cette logique. Circle serait attaqué si on considère que le stablecoin est un titre financier, puisque quand on dispose d'un stablecoin, derrière il y a des réserves qui ne sont pas que du cash, mais qui sont aussi cash équivalent, donc des bons du trésor américain. Donc on pourrait considérer que c'est du money market, donc c'est un titre financier. Et pour l'instant, c'est ça l'incertitude sur le marché qui fait que les cours ont tanké en début de semaine. Et toute la question était de savoir si Circle était le prochain. Finalement, Circle n'est pas le prochain, du moins pour l'instant, parce que c'était plus le lien Binance et Paxos, plus que le stablecoin qui était problématique. Oui, mais c'est vrai que la solvabilité, elle est au cœur de tout, en fait, en réalité, de solvabilité des acteurs. Non, il y a aussi le fait de savoir ce que c'est, quoi. Je pense que là, quand même, dans l'année à venir, je pense qu'effectivement, il va y avoir, parce que ça fait longtemps qu'on en parle, de savoir si les stablecoins, on va les mettre, on va les qualifier de banque ou pas. Et ça revient de façon récurrente dans le débat. Donc peut-être qu'ils vont finir par trancher. Mais
mais c'est vrai que ça fait très longtemps qu'il est dans le débat et beaucoup moins en France d'ailleurs. On n'a pas ce débat aussi ouvert qu'aux États-Unis parce qu'en fait on n'a pas parce que le stablecoin a moins d'importance alors que là-bas, comme il a été rappelé en termes de volume, on a une différence significative. Et pourtant on les a définis dans MiCA avec oui exactement, ce qui est très drôle de stablecoin, ce qui est même a posteriori souhaitable. Alors qu'aux États-Unis on ne sait toujours pas ce que c'est. Oui, il y a toujours beaucoup, parce qu'effectivement, il y a des... Enfin, je veux dire, clairement, ça peut ressembler en fait à ce qu'on appelle des fonds monétaires, ça s'appelle les Money Market Mutual Funds, en fait, c'est des fonds monétaires... Donc c'est quoi alors Aux États-Unis Ouais. Ça c'est sec de répondre, et surtout je pense aux politiques, c'est une question politique. De définir ce que c'est et de mettre le bon curseur pour développer l'industrie. Je pense qu'ils ne vont pas séparer leur industrie et qu'en ce moment leur industrie elle regarde plutôt ailleurs. Donc il faut réagir. Donc il faut réagir. C'est pour tout. eux, mais tant mieux pour l'Europe en tout cas. Moi je suis plutôt content pour l'Europe. L'Europe prend un peu le lead finalement par la force des choses. Par la force des choses, oui. En espérant qu'il n'y ait pas un tour. Si les Américains prennent un tour de vis fort, que l'Europe ne reproduise pas ça par mimétisme. En tout cas en termes de souveraineté, ça me poserait pas mal de questions. Oui, on aurait. Mais bon, on se demande si. Oui, c'est surtout que oui, la peur, c'est effectivement de dire que pour montrer que l'Europe est aussi capable que les États-Unis, c'est effectivement de suivre les États-Unis dans la même voie. Ok, très clair. Merci beaucoup, tous les deux, d'avoir été avec nous ce matin. Nathalie Janson, docteur en économie, spécialiste des questions de politique monétaire, de régulation bancaire et des crypto-monnaies. Stanislas Barthélémy, manager crypto et Web3 chez KPMG. Merci beaucoup d'avoir été avec nous tous les deux. Nous, on marque une courte page de pub et on se retrouve pour notre point bourse. À tout de suite sur Téléfinance.